Bonjour à tous et bienvenue pour ce cinquième webinaire organisé par Quarks. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour traiter d'un sujet hautement d'actualité, Bitcoin et l'or, deux actifs qui font la une des journaux de par leur surperformance sur les derniers mois. Et c'est un webinaire un petit peu différent des autres que l'on a pu organiser avec Quarks, puisqu'on a la chance d'avoir aujourd'hui un invité de marque, un expert de l'or, Jean-François Faure. Bonjour. Bonjour. Et bien évidemment Didier, qui m'accompagne sur les webinaires. Bonjour. Du coup, on aura pas mal de choses à se dire pendant ce webinaire. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. L'actualité, bien évidemment, est, comme on peut dire, fournie. Les problèmes de dette qu'on a pu voir ces dernières semaines avec des taux longs qui explosent, des tensions géopolitiques, la Russie qui a lancé une des plus grosses attaques il y a 2 jours, Trump qui n'en aurait pas forcément fini avec les tarifs. Heu, je pense que ça va être sympa. On va avoir de quoi tenir un bon moment. Ouais, c'est Ouais. clair. Didier, tu voulais peut-être intervenir déjà? Ouais, toutes ces thématiques sont persistantes en fait, hein. On se rend compte que ça part pas, d'une semaine à l'autre et j'imagine les dettes, Jean-François, on va en parler, de plus en plus, j'imagine dans les années à venir parce que c'est pas non plus le sujet qui disparaîtra donc ouais, thématique persistante. Nous, notre activité, malheureusement, elle s'en abreuve à minima depuis 2008, hein. Et l'angoisse du monde, je dirais même que l'or s'en nourrit depuis 2000-2001. En fait, la remontada de l'or, si on veut la remettre en perspective, elle date quand même des débuts 2000, quand on s'est pris la crise des dot-com en pleine figure et qu'on s'est rendu compte que la vie, ça ne pouvait pas se gérer avec des montages de business plan en 3 slides. Donc là, ce monde-là s'est effondré à ce moment-là. Et bim, en suivant, on s'est pris le 11 septembre. Et donc, je peux vous dire que depuis, on est passé de 200 $ à 3500 il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Est-ce finalement le conjoncturel va peut-être se transformer un peu plus en structurel? Là, je dirais que ça fait quand même 25 ans qu'on est dans une forme de structurel, hein. Donc, à force de dire que c'est exceptionnel, mais que ça dure depuis 25 ans, je pense que ça devient un peu la norme. Et puis, non, mais basiquement, alors après, il y en a toujours qui n'y croient pas, mais on a quand même un sujet environnemental, on a des sujets sur lesquels on n'a toujours pas apporté de réponse. Donc, c'est un peu dommage, mais dans quelques années, il y a quand même des gens qui vont se taper dessus, ne serait-ce que pour de l'eau ou pour des territoires non inondés. Enfin, il y a des gens qui en auront trop, d'autres pas assez. Rien que ça, c'est des conflits, quoi. Et qu'on voit d'ailleurs déjà, parce que quelque part, les conflits que l'on peut connaître aujourd'hui, qui sont des conflits territoriaux, etc., c'est aussi des accès à des ressources. Et On voit avec le Groenland, ouais. On voit avec le Groenland notamment, voilà, c'est ça, quoi. Au c'est début, on notamment pensait que c'était un ouais. joke, mais non, en fait, c'est pas un joke. Donc voilà. Du coup, je pense ouais, on va pouvoir débuter. Ce que je vous propose, c'est de faire un rapide tour de table pour que chacun puisse se présenter. Jean-François, je te laisse la parole. Ok, avec plaisir. Moi, sur le coup, je suis le fondateur de KOF.com. KOF.com, c'est à la fois la plateforme d'achat et vente de métaux précieux entre particuliers, avec conservation au port-franc de Genève. Mais c'est aussi Veracash, qui est un système de paiement adossé aux métaux précieux. Et puis, depuis quelques années, c'est Cryptcool, qui est notre plateforme crypto avec garde froide des cryptos. Merci beaucoup. Voilà. Je vais Didier? poursuivre, hein. Donc, Didier, donc je suis responsable des investissements chez Quarks. Je suis dans le monde de la finance depuis comme Marc, hein, depuis 2010 et dans le monde des crypto-actifs, des actifs numériques depuis 2016. Plus d'abord du côté produit, même si les investissements ont toujours été, quelque chose que j'ai fait à côté. Donc, du côté produit, côté conservation d'actifs numériques, en Allemagne et depuis 2022, avec Marc, dans l'aventure, Quarks, hein, en tant que responsable des investissements.
Merci Didier. Et du coup, moi, Marc Lécorché, président et cofondateur de Quarks, j'ai travaillé pendant 15 ans en finance traditionnelle en tant que gérant de portefeuille sous mandat pour des grandes banques d'investissement comme BNP Paribas et Rothschild Martin Morel. Et j'ai fondé Quarks, cofondé Quarks en 2022 avec cette vision de proposer aux professionnels du patrimoine une offre clé en main pour leurs clients, pour qu'ils puissent diversifier leur patrimoine avec la crypto. Et notre vocation, c'est bien évidemment aussi d'élever le niveau de maturité des professionnels de patrimoine sur la crypto. Ça passe notamment par le biais de ces webinaires. Et aujourd'hui, comme je disais, un webinaire un peu particulier puisque on a la chance d'avoir Jean-François et de pouvoir faire ce parallèle avec l'or. Et du coup, aujourd'hui, on va voir pourquoi Bitcoin et l'or, finalement, sont deux actifs qui sont plus similaires qu'il n'y paraît. Deux actifs qui surperforment sur les dernières années, mais aussi sur la dernière décennie. 2025, on a déjà eu la ruée vers l'or. Est-ce qu'on va connaître celle vers Bitcoin? Et est-ce que Bitcoin va surperformer l'or sur 2025 comme il l'a fait sur 2024? On pourra parler aussi justement de sa volatilité. Est-ce que c'est un point normal ou un défaut? On verra bien évidemment les perspectives à moyen et long terme. Je pense que c'est ce qui intéresse aussi le plus notre audience, sans donner de chiffres, mais on aura le droit aussi de le faire. On verra aussi les menaces parce que, bien évidemment, c'est aussi important de mettre, ce qui peut menacer, notre scénario haussier, sur ces 2 actifs. Et enfin, on terminera, petite, conclusion tour de table, pour répondre à cette question: «Lequel sauvera votre patrimoine, de Bitcoin ou de l'or?» Et on prendra, les questions et on fera les réponses. J'espère qu'elles seront, nombreuses. Hem du coup, moi, ma première question, elle est pour toi, Jean-François. Et je me pose cette question-là, c'est pourquoi on dit souvent que Bitcoin est une forme d'or numérique, d'or 2.0? Oui, effectivement, ça c'est la comparaison qui est très souvent faite et qui est effectivement en partie légitime. Donc je vais commencer par les évidences. Donc c'est tout d'abord cette notion de quantité limitée ou à inflation faible dans le cas de l'or. Donc là, ce sont deux premiers parallèles. Donc dans le cas du Bitcoin, voilà, c'est 21 millions de Bitcoin maximum. Dans le cas de l'or, il n'y a pas de maximum, mais je dirais qu'aujourd'hui, on est sur un modèle de minage de l'or, d'extraction minière de l'or, qui est à une forme d'inflation d'à peu près 2% par an, qui d'ailleurs magiquement suit un peu l'inflation, en tout cas dans certains pays. Donc voilà, c'est là où déjà il y a cette comparaison. Ensuite, il y a cette comparaison sur le côté, je dirais, indépendance vis-à-vis d'institutions, voire impossibilité de le saisir dans sa structure intrinsèque. C'est-à-dire, ce que je veux dire, par exemple, l'or, du fait de sa nature chimique, on ne va pas pouvoir le transformer ou on ne peut pas transformer quelque chose en or. Enfin voilà, ça c'est des propriétés physiques. On Et pourra en parler de ça, ouais. On pourra l'évoquer justement avec le plomb en or, ça sera dans les menaces. ouais, 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 mais la fameuse transmutation. Et le Bitcoin, finalement, c'est pareil. Là, pour d'autres raisons qui ne sont pas des raisons matérielles, mais des raisons, je dirais, mathématiques. Et moi, j'aime bien les maths. Donc, c'est pour ça que pour moi, d'ailleurs, souvent, j'ai plutôt même tendance à dire que Bitcoin et or sont deux actifs tangibles. Je dis bien deux actifs tangibles. Sauf que l'un, son aspect tangible, sa tangibilité est donnée par les mathématiques, c'est Bitcoin, par la résolution d'une équation qui, à date, n'est pas possible de déconstruire. Et l'or, lui, ben voilà, cette tangibilité est donnée par sa nature physique. Par contre, on en a un, et c'est là où les comparaisons peuvent s'arrêter, qui va être matériel, évidemment, c'est l'or, et un autre qui va être immatériel dans l'écosystème digital, et ça sera le Bitcoin. Donc voilà, ça, ce sont les grands liens, et je réinsiste sur ce côté où aujourd'hui l'or n'est comment dire, n'est plus manipulé par qui que ce soit. Il a été jusqu'en 2014 quand même, hein. Mais aujourd'hui, les volumes et les valeurs sont tellement conséquentes que
personne ne peut avoir une action à son avantage sur l'or de manière durable, au même titre que sur le Bitcoin. Personne ne peut avoir un avantage durable sur le Bitcoin. Alors, sur le Bitcoin, malgré tout, ça reste quand même un petit peu plus facile. On a vu les Trump, ses déclarations, on a pu voir avant celles de Elon Musk, qui ont eu des effets, mais ce ne sont jamais des effets qui durent. Et sur l'or, on l'a connu aussi. La Chine peut avoir une influence, la Russie peut avoir une influence, mais pareil, ça ne dure jamais très longtemps. Et dans le cadre de l'or, parce qu'on est sur un marché qui est très diversifié. Voilà. Donc, bref, au final, la comparaison, elle est là-dessus. On est sur quelque chose qui aujourd'hui n'est pas encore trop manipulé de part et d'autre. Et ça, c'est bien parce que c'est les bases de peut-être futures vraies monnaies. Alors bon, l'or l'a été à plusieurs fois les 5000 dernières années. Mais s'il a été quelque chose les 5000 dernières années, peut-être qu'il le sera encore les 5000 suivantes. Ce que j'aimais bien moi, c'était aussi de voir le clin d'œil, fait, lors de la création de Bitcoin, en hommage un peu aux mineurs. On parle de mineurs de Bitcoin qui viennent sécuriser justement la blockchain en venant découvrir les nouveaux bitcoins. Du coup, ces mineurs-là, c'est un peu une analogie aux mineurs d'or, et souvent, c'est vrai que ça porte confusion. On se dit: «Mais qu'est-ce qu'ils minent?» Ils minent avec une petite pioche. Bah, non, ils minent avec effectivement des serveurs informatiques qui viennent sécuriser, la blockchain Bitcoin. Du coup, ce graphique-là, c'est un peu ce dont tu parlais, Jean-François. Didier, toi, ta vision effectivement, un actif pour qu'il soit rare, pour qu'il ait de la valeur, il doit être rare. Ouais, on est d'accord et j'ai bien aimé, Jean-François, ce que tu disais avec, 2 actifs en fait tangibles, l'un matériel, l'autre immatériel et effectivement, au final, on se rend compte que quand on regarde, simplement les éléments les chiffres d'inflation ou d'émission de nouveaux bitcoins ou de nouvelles quantités d'or, on se rend compte que c'est des actifs qu'on qualifie comme durs, en anglais, hard assets. C'est-à-dire que, voilà, on peut pas les imprimer à foison, on peut pas les recréer, comme on les crée comme on l'entend. Donc c'est des actifs qui sont rares et dans un univers où on est en proie à que ce soit des soucis géopolitiques, des inflations des inflations qui augmentent ou simplement une quantité de monnaie, de fiat, hein, d'euros, de dollars en circulation qui est au plus haut. Forcément, ces actifs rares, ces actifs durs ont vraiment un sens et là, on se rend compte que quand on regarde bien sûr leur inflation, la création de nouveaux bitcoins ou la création de nouvelles onces d'or par an, on se rend compte que, sur Bitcoin, on est à quoi? On est sur 1,7% à l'heure actuelle, qui sera encore divisé par 2, hein, avec cette future, voilà, c'est ce halving, cette division par 2 tous les 4 ans, de la récompense de blocs. Donc en 2028, on sera vers 0,85, alors que l'or, comme le disait Jean-François, là, on est entre 1,5 et 2 par an, bien sûr en fonction de l'extraction minière. Donc au final, on se rend compte que, voilà, on parlera performance un peu plus tard, mais on se rend compte que, ces 2 actifs, en fait, ont vraiment des caractéristiques, tout du moins en termes de rareté, très, très similaires. Juste pour corriger, Didier, on est déjà à 0,8 et on D'accord. passera, en 2028, à 0,4. Effectivement, La c'est ouais, sur le graphique, ouais. ouais, Bitcoin est déjà en dessous de l'émission de l'or et effectivement un actif qui est avec une très faible inflation. Comparé aussi sûr aux monnaies, je pense que c'est ce qui met en avant, la valeur. Ouais, donc la transition est toute faite, hein, donc au final, on se rend compte que, voilà, deux actifs qui ont, voilà, des caractéristiques, en fait, plus proches qu'il n'y paraît et 2 actifs qui, sur les dernières années, ont surperformé. Là, on est sur, ouais, depuis début 2022, si je vois bien sur la gauche, donc on voit, je pense qu'on a arrêté le chart il y a 1 mois quand on discutait de ce webinaire et voilà, comme par hasard, on a Bitcoin et l'or qui ont, des performances plus ou moins similaires et qui surperforment, notamment sur les 2 dernières années, hein, le S&P 500 et les indices actions. Donc voilà, est-ce que voilà, 2 actifs surperformants et j'avais, voilà, une question pour Jean-François, c'est est-ce que, voilà, on parle de valeur refuge et cetera et est-ce que Bitcoin, malgré sa volatilité, peut quand même être considéré comme valeur refuge ou est-ce qu'en fait, cette volatilité reste au détriment de Bitcoin par rapport à l'or? Bon, alors, c'est clair que alors là, on va peut-être rentrer dans ce qui peut aujourd'hui les opposer.
C'est que l'or, lui, sa volatilité, il a vécu, mais il y a déjà plusieurs milliers d'années. Et donc, par rapport à ça, une forme de track record que par design, le Bitcoin, même si on l'adore, on peut en faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas avoir été. Hein, voilà, ça c'est une chose claire. Cette volatilité est quand même aujourd'hui encore un frein dans son adoption pour le projet final. Quand je dis le projet final, ben, c'est relire le fameux white paper et comprendre un petit peu quelle est l'idée derrière le Bitcoin. Et moi, qui en fait l'idée qui me plaît le plus, en fait, c'est effectivement qu'à un moment donné, on n'ait même plus besoin de raisonner en Bitcoin par rapport à autre chose. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, ça m'arrive tous les jours de ne pas raisonner, par exemple, l'or dans autre chose. Avec mes collègues, avec les clients, on raisonne en onces, on raisonne en kilos, on raisonne en grammes. On n'est pas tout le temps à se dire l'or est à tel prix, l'or à ce... Non, en fait, quand un actif est votre réalité, vous ne le mesurez pas à tout instant avec autre chose. Surtout quand le autre chose, c'est quelque chose qu'à la base, vous n'aimez pas trop. Donc là, vous n'aimez pas trop, c'est le dollar, c'est l'euro, etc. Bon, l'euro, on aime bien parce qu'on l'utilise au quotidien, mais c'est une monnaie qui est quand même un peu en phase avec comment est géré les pays dans lesquels on se trouve. Le dollar, pareil. Et donc, ça ne fait pas tous les jours plaisir d'observer le sens dans lequel ça va. Et donc, l'or ou le Bitcoin vont traduire un petit peu ça. Et la problématique du Bitcoin, c'est que sur ces sujets-là, on n'y est pas encore tout à fait. Et malheureusement, des fois, le Bitcoin donne le flanc un peu pour se faire taper là-dessus. Et c'est encore compliqué. Donc au final, acheter aujourd'hui du Bitcoin parce qu'on considère que dans 5 ans, 10 ans, ça pourrait être une monnaie qui tient la route, peut-être pas toute seule. Bon, ça, c'est mon prisme de se dire que l'or occupera aussi une place. En tout cas, que le Bitcoin en occupe une, moi, j'y pense très fortement. Mais ça ne pourra venir que quand on aura en fait stabilisé un petit peu ça. Donc peut-être la première population qui s'intéressait à Bitcoin parce qu'elle voyait, pour certains, j'achète à 1 parce que je vais pouvoir revendre à 10. Ces gens-là, entre guillemets, peut-être on les perdra de la communauté Bitcoin parce que tout simplement, on aura des utilisateurs du quotidien qui ne se poseront plus cette question. Et donc, c'est peut-être ce prisme qu'il faut avoir, c'est j'accepte aujourd'hui d'avoir du Bitcoin parce qu'un jour, il aura atteint une forme de prix plafond qui traduira peut-être que la valeur aussi plancher de nos monnaies ne pourra pas être plus basse, soit parce qu'elle vaut quasiment zéro et donc ça a été remplacé, ou parce que à ce moment-là, le Bitcoin est devenu le vrai concurrent des monnaies fiat. Donc voilà, moi je l'appréhende plus comme ça en fait, un peu dans le mode du white paper de Satoshi. Donc concrètement, Jean-François, tu dis qu'il n'y a pas de prix limite, entre guillemets, au prix du Bitcoin. Ah ben, sur le coup, oui, effectivement, ça c'est une traduction de ce que je viens de dire. Potentiellement, il n'y a pas de prix limite si tu l'exprimes en euros. Au même titre qu'à un moment donné, il n'y avait pas de prix limite sur les assignats à la fin du XVIIIe siècle. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est vrai qu'en France, on a une culture, on va dire économique assez faible, et on remonte pas justement jusqu'aux assignats qui étaient la dernière faillite de l'État français. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier que l'État peut faire faillite. Les Allemands, eux, ont une mémoire un peu plus récente avec le mark et l'hyperinflation. Mais c'est vrai que quand on regarde Bitcoin en monnaie, en dollars zimbabwéens ou en bolivar vénézuélien, le Bitcoin ne fait que monter et c'est des milliers de pourcents de performance par an. Et eux, sur le coup, la volatilité du Bitcoin ne les dérange pas parce que par rapport à la volatilité de leur monnaie, c'est la rigolade. C'est ça. On va Encore une espérer de ne pas en être là en Europe et de ne pas connaître ça parce qu'on aura d'autres problèmes, je pense. On ne se le souhaite pas, en effet. Et peut-être un point aussi intéressant aussi, cette volatilité aussi, comme le dit Jean-François, hein, on parle de Bitcoin depuis 15 ans, mais ça reste un actif très jeune. Et voilà, cette notion de potentiel actif, valeur refuge, mais encore émergente, qui n'est pas encore, bien sûr, à l'historique de l'or. Ça explique aussi pourquoi on est sur une volatilité qui, quand même, baisse fortement, Marc, Ouais. mais qui est bien sûr toujours trop
3 à 4 fois plus élevée que celle de l'or sur une valeur annuelle. Et donc, peut-être juste pour revenir à l'or, Jean-François, tu disais vraiment on est sur un trend depuis 2000, 2001, 2002, donc c'est pas non plus nouveau ce rebond et peut-être ce trend, ce cycle séculaire de l'or. Mais voilà, est-ce que la performance qui a été quand même assez incroyable en 2024 s'explique principalement par les facteurs géopolitiques, ou est-ce que c'est plus, encore une fois, une accélération d'un trend de long terme qui a été initié il y a 2 décennies? Alors, je vais vous partager mon point de vue là-dessus. Donc, clairement, on a déjà un trend d'un peu plus d'une vingtaine d'années sur l'or. Au même titre qu'en parallèle, on a un trend de perte de valeur de monnaie, d'inquiétude, de nécessité de sécuriser des portefeuilles par des actifs tels que l'or qui peuvent aider à le sécuriser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un robot de trading est programmé aussi bien pour acheter que pour vendre de l'or, parce qu'en parallèle, il a des actions, des obligues, des fois des choses un peu compliquées à sécuriser. Et d'ailleurs, le phénomène en creux, on le comprend, on le voit, on l'observe de manière très claire, c'est quand vous avez un krach boursier, vous avez immédiatement le cours de l'or qui consolide, et je vous explique pourquoi. C'est parce qu'à ce moment-là, il y a une revente massive d'or accumulée par les fameux traders, mais qui sont souvent des robots, qui revendent de manière massive pour tenter d'équilibrer leurs pertes et de garantir en fait les rendements qu'ils avaient proposés à leurs clients. Quand vous proposez à un client un rendement, je ne sais pas, entre 5 et 10% sur les actions internationales, et qu'à un instant donné, elles se prennent moins 30, vous avez une obligation, ne serait-ce que par votre manager, si vous êtes un humain, qui va vous dire, là, la ligne, là, tu me la dénoues là maintenant. Et maintenant, elle est à moins 30. Ben, tu te débrouilles, tu vends quelque chose qui est à plus 30. Voilà. Ou même plus 35 idéalement. Ben, c'est ce Les qu'il faut. appels de marge, ouais. Tu as les appels de marge effectivement aussi qui viennent être financés par ces actifs surperformants. Exactement. Donc, c'est basiquement une manière de comprendre comment l'or est aujourd'hui utilisé dans les portefeuilles de gens ultra performants et professionnels. Et on se dit finalement, si les pros l'utilisent, c'est qu'il y a quand même un sujet pour monsieur tout le monde. Même les banques centrales, justement, l'utilisent. Les banques internationales, ou même les banques tout court d'ailleurs, l'utilisent. Moi, je connais des banques qui s'en servent pour se payer entre elles le soir parce que ça leur coûte moins cher de s'envoyer de l'or sous forme de compte métal, parce que c'est instantané, on peut mettre autant de chiffres qu'on veut après la virgule, et c'est gratuit. Au passage, je fais quand même une petite parenthèse sur les choses où on aime bien écorcher l'or quand on est un Bitcoin maximaliste. Ouais. Et donc, on se met en danger au passage. C'est qu'on dit que l'or, on ne peut pas mettre de chiffres après la virgule. C'est que des lingots à pousser sur des grosses caisses. Et donc, c'est cher et ce n'est pas instantané. Non, l'or, depuis que le digital existe, et donc c'est pas hier, hein, les envois de valeur or d'une banque ou d'une institution, et maintenant même de particuliers, hein, je prends ne serait-ce que ma carte Veracash, je fais ça tous les jours quand j'envoie de l'or, par exemple, à mes filles, je ne leur donne pas des Napoléons, je leur envoie voilà, des grammes dématérialisés dans leur transaction, mais matérialisés parce qu'ils sont quelque part en coffre au port franc. Donc, et donc ça se fait instantanément, ça se fait gratuitement. Et finalement, le layer 2 sur l'or, ça fait 40-50 ans qu'il existe. Ça, c'est super intéressant, Jean-François. C'est vrai que pour nous, et c'est ce qu'on reproche de notre vision de bitcoiner, de l'or, c'est que du fait qu'il soit justement tangible, c'est difficile de le manipuler, l'envoyer, voilà. Mais en fait, tu es en train de nous dire qu'il y a comme Bitcoin, une seconde couche qui permet effectivement d'échanger de l'or aussi facilement qu'on peut échanger des bitcoins sur le Lightning Network. Nécessairement, comment on pourrait imaginer que l'or soit aujourd'hui dans le top 3 des actifs les plus liquides au monde après les bons du trésor et une paire de devises si on ne pouvait pas le négocier de cette manière? Alors, c'est vrai qu'il y a une grande partie qui est utilisée par de l'or papier, mais l'or physique, je prends le cas ne serait-ce que des banques centrales, il n'y a que très peu de banques centrales qui gardent de l'or pour les autres. Et donc aujourd'hui, faire en sorte qu'un lingot passe de la propriété du Portugal à l'Espagne, aujourd'hui, ça se fait. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était un coup de fil, mais c'était quand même relativement rapide. Et aujourd'hui, ça se fait digitalement de manière
instantanée. Donc ça a été quand même un élément qui a permis à l'or aussi d'être dans ce trend haussier, parce que justement, il y a cette facilité de transaction qui le différencie d'un grand nombre d'autres matières premières. C'est la raison pour laquelle aussi c'est resté une quasi-monnaie, voire même une monnaie. Cette immense liquidité, cette réserve à ciel ouvert aussi de l'or permet vraiment d'en profiter d'une manière qui, peut-être contrairement à d'autres actifs, a permis de le garder tel qu'il est. C'est la raison pour laquelle on est là-dessus. Alors ensuite, bon, pour en revenir en 2024, parce que c'était la question initiale, on était sur un trend haussier qui avait recommencé en 2019, parce qu'on avait été un peu flat depuis 2013-2014, et ceux qui avaient acheté de l'or en 2011, il aura fallu attendre 2018 pour revenir au niveau. Donc, ça ne fait pas plaisir. 2019, crise sino-américaine. Tout le monde l'a oublié, mais il y avait des vraies tensions à la fin de l'année 2019 qui avaient poussé le cours de l'or sur des records qu'on n'avait pas vus. Et ensuite, évidemment, il y a eu le Covid. Et là, tout s'est enchaîné, tout allait très vite. C'est-à-dire Covid, inflation du Covid, ensuite inflation tout court, Ukraine, tension géopolitique, re-inflation liée à l'Ukraine, attentat du Hamas. Donc là, voilà, on est déjà fin 2023. 2023, et, ouais, exactement. Voilà, et début 2024, vers avril, mars-avril, on annonce il y aura peut-être une baisse des taux d'intérêt. Alors ça m'a fait super marrer. Parce que la baisse réelle des taux d'intérêt, ceux qui comptent, je ne parle pas de l'Europe, moi je parle des US, elle n'a été opérée qu'en septembre. Eh bien, le simple fait d'en parler en mars-avril a fait passer des caps de record sur l'or, qui faisant qu'on était dans une zone inconnue, qui était une zone de record. Donc, globalement, les résistances elles avaient été explosées. Et donc, à ce moment-là, c'est du no-limit. C'est-à-dire que la goutte vient de faire déborder le vase d'une certaine manière. C'est une annonce, entre guillemets, à la con, un petit peu, fait déborder le vase et qui était sur le coup le record de l'or. Et alors après, quand vous êtes dans une zone comme ça, un peu no-limit, on l'a eu connu aussi sur les actions, on l'a eu connu sur le Dow Jones, on l'a eu connu sur le CAC 40, des choses pareilles. Quoi qu'il arrive, ça monte. Bien là, c'était un peu ça. Quoi qu'il arrive, ça montait. C'est-à-dire que finalement, on pouvait dire, ben non, les taux d'intérêt ne vont pas baisser de suite. Ça ne faisait rien. Par contre, il y a la moindre bombe qui tombait à tel endroit, ben là, ça faisait quelque chose. Et ça a perduré un petit peu comme ça pendant l'été. Et puis, on a eu quand même les élections américaines. Donc là, est-ce qu'on va avoir ces deux candidats en finale? Bon, finalement, boum, il y en a un qui a été remplacé. Donc tout ça, ça a été aussi porteur. Après, bon, sur l'or, le cas Trump se passe un petit peu comme d'habitude. C'est-à-dire qu'au début, on imagine que ça va être très porteur pour les actions. Donc c'est plutôt les marchés boursiers qui ont surperformé. Mais cette fois-ci, comme les gens savaient ce que Trump pouvait faire, ils se sont dit, je vais quand même acheter de l'or en même temps. Donc ils ont acheté des actions. Et ils ont acheté de l'or. Donc ça, c'est la fin 2024. Puis alors, début 2025, là, c'est l'apothéose. C'est l'annonce des taxes douanières. Plus personne ne sait dans quel sens il va. Même les marchés, ils perdent leur latin. Donc, boum, sur le coup, ils baissent. Alors là, évidemment, l'or est dans cette logique de protection du reste de l'épargne. Et bam, record sur record. Pour preuve, quand on dépassait les 3300 $, on dépassait même le record de janvier 1980, qui était de 850 $. 850 $ de janvier 80, c'était 3250 et quelques au moment où on avait dépassé les 3300 et on a été jusqu'à 3500 ou quasi. Voilà, donc ça, c'est l'or avec les différents enchaînements. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'or est une matière, est un actif du fait de son ancienneté et de son caractère de langage universel. Parce qu'en fait, c'est ça. L'or est une forme de langage universel, de monnaie universelle de l'humanité, qui fait que un langage, on va pouvoir l'utiliser de différentes manières. On va pouvoir exprimer plein de choses. Et l'or, en fait, il exprime plein de choses. Quand vous offrez de l'or, que vous êtes un Indien et que vous allez vous marier, que vous offrez de l'or, à votre future épouse, vous lui exprimez quelque chose. Quand vous êtes une banque centrale et que vous en achetez, vous exprimez quelque chose. Et quand vous êtes la Chine et que vous payez, vous êtes la Russie et que vous payez la Chine ou la Corée du Nord avec de l'or, vous exprimez autre chose.
Et donc, ce côté géométrie variable, qui sur le coup est aujourd'hui, mais pour des raisons historiques, bien plus diversifié que le Bitcoin, lui, va réagir à des choses qui sont aujourd'hui quand même assez mesurables. Sur l'or, on est quand même dans une subtilité, une complexité qui des fois fait perdre son latin même aux experts. Voilà. Ouais, il y a cette multi-utilité au final, hein. Il y a vraiment, et c'est vrai que ça parle à tout le monde en fait. Il y a cette reconnaissance qui est globale au final. Et peut-être en lame de fond, je sais pas, Jean-François, il y a aussi des achats des banques centrales qui me semble ont repris Ah, oui. plus sur 2024, qui sont en, voilà, un peu les plaques tectoniques qui aussi Ah ben, tout à fait. Là où on était avant sur à peu près une centaine de tonnes par trimestre, l'année 2024, c'était quasiment jamais en dessous de 200. Et fin d'année 300, premier trimestre 250 et quelques, quoi. Donc c'est quand même très très conséquent, hein. Pareil, des records sur les ETF. Ces ETF, en plus, là, ils voulaient du physique. Donc, aller trouver du physique, il faut aller le chercher quelque part. Et donc, quelque chose qui est quand même assez étonnant, c'est qu'on est sur des niveaux bas sur la partie bijoux. Parce que sur le coup, ça ne parle pas aux investisseurs, mais il y a quelques années, les bijoux, c'était 60% hein, du commerce de l'or, hein. Là, on est en dessous des 40, supplanté par l'univers de l'investissement qui, lui, est au-dessus de 40. Donc, ça, c'est très, très signifiant. C'est cet aspect, justement, géométrie variable de l'or dont je parlais tout à l'heure, où là, on a un autre visage. Voilà. Peut-être lié au contexte géopolitique et économique du moment. C'est une excellente transition du coup, justement les banques centrales qui, on le voit, continuent d'amasser massivement, de l'or. Heu, c'est vrai qu'on compare un actif qui a 7 000 ans et qui est reconnu, Jean-François, tu le mettais en avant, qui a de nombreuses utilités, qui a ce côté effectivement, presque mystique, heu et à Bitcoin qui a seulement, effectivement, maintenant, si on part de 2000, ça fait 17 ans que Bitcoin a été créé. Donc c'est vrai que c'est fou de pouvoir faire un podcast, un webinaire sur une comparaison d'un actif qui a 7 000 ans et seulement qui a 17 ans, ce qui peut expliquer le fait qu'il soit très jeune, très volatile et très immature par rapport à l'or. Du coup, sur cette partie ruée vers l'or qu'on a constatée depuis 2025 et que tu as très bien expliqué là, lors de ton dernier exposé, moi, la question, c'était de dire, on le voit, est-ce qu'on pourrait avoir ce même basculement vers des États et des entreprises vers Bitcoin que l'on a connu historiquement avec l'or? Et pourquoi les entreprises actuellement préfèrent acheter du Bitcoin plus que de l'or? Ou en tout cas, je reformule ma question, communiquer sur le fait qu'elles achètent du Bitcoin versus qu'elles achètent de l'or. On le voit là sur ce qu'on diffuse, toutes les entreprises qui détiennent du Bitcoin en réserve. Et on le voit, il y a aussi peut-être une hype qui s'est créée et toutes les entreprises qui communiquent sur le fait qu'elles ont acheté du Bitcoin, leur cours boursier explose. Oh, Didier pourra me compléter sur le Bitcoin, mais en tout cas, déjà sur l'or, je vais peut-être expliquer pourquoi lui ne rencontre pas la même appétence. Bien quoique. En fait, sur l'or, je dirais qu'on est sur une redécouverte. C'est-à-dire que on parle du Bitcoin depuis 15-16 ans, mais finalement, moi, je te dirais, on parle du Bitcoin, enfin de l'or depuis 25 ans. Sauf que l'or est arrivé aussi quand même avec ses valises évidemment ancestrales et c'est cette image justement de se dire voilà l'or il faut le bouger, c'est compliqué, etc. Donc ça colle quand même pas mal à l'image de l'or et ce qu'il y a de drôle, c'est qu'aujourd'hui le meilleur marketing pour l'or et même sa digitalisation, c'est finalement plutôt dans les jeunes que nous l'avons, parce que justement les jeunes, ils vont parler de crypto, ils vont parler de Bitcoin, et évidemment, il y a toujours quelqu'un qui va comparer le Bitcoin à l'or, et donc ceux qui sont curieux vont un peu aller gratter l'or, et ils disent « Ah, mais l'or, ouais, c'est pas mal, et puis l'or aujourd'hui, je peux l'acheter de manière digitale, et en plus, il est quand même, potentiellement, il est physique. » Donc aujourd'hui, le meilleur marketing de l'or, c'est le marketing sur les cryptos. Et donc, il y a quand même une petite redécouverte de l'or, y compris même par les entreprises. Pour preuve, nous, on en a dans notre base client, on a des entreprises, même des grosses, qui mettent une partie de leur trésor sous forme d'or parce qu'ils voient l'effet contre-cyclique qu'il peut y avoir.
de leur activité. Enfin, moi, c'est ce qui m'avait amené d'ailleurs à fonder Ocoff. Si vous avez suivi mon histoire là-dessus, c'est ce que j'explique systématiquement. Moi, j'avais mon entreprise de traduction, ça me faisait un petit peu peur. Je me dis, s'il y a un krach boursier, elle est morte, quoi. Et le fait d'acheter de l'or est un élément de protection de ce genre de cycle qui aurait été à mon désavantage. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui se redécouvre. Mais la problématique, c'est que ce n'est pas enseigné à l'école. C'est-à-dire que vous faites une école de DAF, de directeur des affaires financières. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on ne vous parle pas de l'or. On ne vous parle pas de l'or. On ne vous parle pas nécessairement beaucoup plus des cryptos, mais les cryptos, sur le coup, il y a, je dirais, une belle communication autour de ça. Et voilà, quand vous êtes un petit peu cultivé, que vous vous intéressez à l'économie, ceci, cela, il est évident qu'à un moment donné, vous êtes obligé de vous intéresser au phénomène Bitcoin. Et donc, là, on rentre dans une génération de personnes ou d'acculturation qui va permettre à ce que le Bitcoin commence à occuper sa place, mais de manière assez drôle. Vous allez voir que ça va être le cas aussi de l'or, parce que le phénomène a déjà commencé, mais c'est une logique d'acculturation. Et j'ai l'impression que l'un ne veut pas pouvoir vraiment aller sans l'autre. Modulo, alors effectivement, il y a le cas de ces entreprises qui sont en fait des fonds Bitcoin déguisés. Mais ça, c'est un autre sujet. Je dirais que c'est vraiment lié au phénomène Bitcoin seul. Donc voilà, on prend MicroStrategy. Effectivement, c'est un peu l'emblème de ça. Comme on a eu à d'autres époques certaines sociétés liées à l'investissement qui ont eu fait tapis sur des matières premières, dont l'argent métal, l'or, etc. Là, on est un peu sur ce genre de phénomène, mais il ne faudrait pas que ça cache non plus la forêt. Moi, dans mon entourage, je côtoie quand même beaucoup d'entreprises. On n'en est pas encore où le kidam moyen, en tant que patron ou chef d'entreprise, va systématiquement acheter du Bitcoin pour sa boîte. Moi, ceux qui sont dans mon écosystème, je les entends, il y en a certains qui achètent de l'or aussi. Donc voilà, enfin, on est attention à ces gros effets d'annonce qui ne sont pas encore totalement représentatifs d'une réalité, parce que derrière, vous avez quand même des experts comptables. Vous avez des commissaires aux comptes et qui vous disent, hé garçon, on va le comptabiliser comment ton Bitcoin là Maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Ouais. Tout le monde aux États-Unis. Ouais, même en France. En France, et c'est bon parce qu'on est tous là du même écosystème, donc on côtoie à peu près les mêmes gars qui sont bien câblés là-dessus. Mais moi, je vous dire, l'expert comptable du coin de la rue n'est pas encore totalement prêt. C'est vrai. Clairement. Ouais. Selon toi, Jean-François, l'adoption de l'or dans le monde, est-ce qu'on peut le quantifier en pourcentage? On sait que Bitcoin, c'est aux alentours de 3 à 4% de la population, et ça a vocation, et c'est aussi pour ça qu'on l'achète, en spéculant sur le fait que ce pourcentage-là augmente très fortement dans l'avenir, et du coup que Bitcoin ait une valeur qui soit très largement supérieure à celle actuelle. Est-ce que Bitcoin a 3-4% de la population mondiale, l'or serait à combien selon toi? Alors, c'est très très compliqué de le dire parce que tu vas faire un sondage auprès des Français et ils vont te dire qu'à 8%, ils en détiennent. Mais les Français, c'est des Français, ils disent ce qu'ils veulent. Donc 8%, ça peut être 12, ça peut être 15, comme ça peut être 7. Tu vas parler à un Chinois, lui va te dire rien du tout parce qu'il n'a pas le droit de parler. Et pourtant, ils en détiennent aujourd'hui massivement parce que pour eux, c'est une manière de sécuriser, de manière externalisée le yuan. Donc, on leur a dit, allez-y, achetez-en, c'est cool. Et tu prends les Indiens, je dirais que quasiment 100% des gens, je dirais, qui ont une existence économique en Inde, donc je ne parle pas des personnes qui seraient en marge stricte de la société, quasiment 100% à de l'or parce qu'ils se marient et c'est considéré comme l'actif majeur de thésaurisation. Donc, tu vois, on est sur des ratios qui sont impossibles à voir. La seule chose qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 210-220 000 tonnes d'or qui ont été extraits depuis le début des années. Et finalement, ces 210-220 000 tonnes, on sait à peu près où ils sont. Quand je dis on sait à peu près où ils sont, on sait qu'ils sont repérables soit dans telle banque centrale,
soit auprès de telle masse de population, tu vois, c'est pas perdu. On a des petits doutes sur Fortnox. Là, ils sont en train de faire un audit. Ils Mmh. l'avaient pas fait depuis 1973, je crois. Oui, mais le problème de Fortnox, finalement, il est connu. Mais globalement, c'est un peu ce qu'on a fait avec la Banque de France, c'est qu'à un moment donné, cet or, il est loué. Et le problème de Fortnox, moi, je pense que l'or, il est à sa place à Fortnox. Si tant est que ça soit du vrai. Alors après, ils ont un fake sur le fait que ce soit du tungstène à la place, bon, ça, c'est leur problème. Les assurances sont là pour payer. Non, le problème, c'est qu'il a été loué probablement plusieurs fois. Et donc, quand tu as un actif qui a été loué plusieurs fois, quand je dis loué, c'est parce que, par exemple, tu prends un ETF, il faut bien qu'il soit adossé à quelque chose. Donc, cet or, tu vas le louer pour avoir une contrepartie. Sauf que les gérants de Fortnox, ils se sont dit, oh, bah, les ETF, ils viennent pas tous les 4 matins réclamer leur or, c'est une contrepartie. Donc, puis peut-être par contrat, j'ai jamais dit que j'avais pas le droit de le louer plusieurs fois. Donc, ils l'ont peut-être loué à JP, ils l'ont loué à telle autre grande banque, HSBC ou je sais pas quoi, qui elle-même va émettre des ETF. Et en bout de course, quand on te dit qu'un ETF, il y a 300 grammes d'ETF pour 1 gramme d'or physique, et bien quelque part, c'est cette réalité qui est transcrite dans ce que je viens de te dire, tu vois. Donc, on est Ça plutôt serait très haussier pour l'or, ça. Ça voudrait dire qu'on a acheté beaucoup plus d'or qu'il n'en existe. Oui, si on veut effectivement donner à leur papier la valeur que l'on veut donner à du papier. Mais sur leur papier, personne n'est dupe, hein. Tout le monde sait que le compte n'y est pas. Et pour autant, ça ne fait pas exploser la valeur. La problématique, ce serait le jour où on voudrait que cet or papier soit transformé en monnaie parce qu'on considère que derrière il y a du physique. Mais ça n'arrivera jamais parce qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas. Et alors moi, en plus à titre personnel, je n'aimerais pas que l'or, sur le coup, redevienne une monnaie étatique. Alors là, on va peut-être pas en parler, mais je le souhaite pas non plus pour le Bitcoin. Non, on est d'accord. C'est ce qui fait aussi la valeur, c'est qu'il soit décentralisé et gouverné par aucune entité centrale. Bon, parce qu'on sait ce qui s'est passé dans les années 30 aux US avec l'or, hein. On ne se le souhaite pas pour le Bitcoin, hein. Ouais, tu fais référence au Gold Reserve Act? Exactement. On C'était a où? Sur la du point, ouais. Bah, tout simplement, basiquement, en 1933, les Américains ont considéré qu'il fallait que l'or revienne dans la banque centrale et soit échangé contre des dollars. Donc à l'époque, une once, c'était à peu près 20 dollars. Et puis, boum, un an après, le 20 dollars devient 35 dollars. Facile. Je viens de créer de la monnaie au détriment des particuliers qui avaient de l'or aux US. Et ça a duré jusqu'en 71. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé sur une valeur de l'or qui était de manière artificielle prise dans le formol d'une loi américaine qui artificialisait la valeur du dollar. Et en 71, cette valeur ne pouvait plus tenir. C'est pour ça qu'on a eu en fait, ce détachement du dollar de l'or, parce que les pays commençaient à réclamer la conversion, la contrepartie de leur dollar. Et c'est ce qu'avait fait par exemple le général de Gaulle. Il a envoyé carrément des frégates chercher l'or aux US. Et cette convertibilité, évidemment, devenait insoutenable du fait de la guerre du Vietnam. Ouais. Et on a arrêté là. Et aujourd'hui, on est dans un modèle de change flottant. Mais pendant toute cette période, en fait, l'or était dans une forme de stase. Et donc, de stase et de contrôle par les Américains. C'est-à-dire que c'est les Américains qui contrôlaient la valeur de l'or. Mais ça, on ne le souhaite pas pour le. Alors moi, donc évidemment, je ne le souhaite pas pour l'or. Pour moi, l'or est une monnaie de l'humanité, mais une monnaie non étatique. Et c'est ce que je souhaite pour le Bitcoin. Mais attention, le Bitcoin entre les mains de méga grosses baleines, attention à ce que ça peut donner. Donc, on l'a déjà connu sur l'or. Qui nous dit qu'un jour, vous n'avez pas une entreprise qui fait même basse sur, allez, je caricature, hein, 60% des bitcoins, et à ce moment-là, c'est eux qui déterminent qui, quoi, comment. Et ça devient une forme de monnaie un peu de tout le monde, mais gérée par, je ne sais pas, MicroStrategy, par Elon Musk, par je ne sais pas quoi. Moi, perso, je n'en veux pas de cette monnaie.
C'est une excellente transition, Jean-François, justement sur les menaces. On en a une notamment sur la partie centralisation. On a essayé de mettre en place, voilà, les 4 grandes menaces qui peuvent peser sur, les 2 actifs. Sur Bitcoin, vous avez certainement dû entendre parler, de l'ordinateur quantique, avec la puce Willow qui est sortie, qui représentait 100 qubits, qui avait déjà une puissance de calcul qui était, phénoménal par rapport aux ordinateurs qu'on peut connaître actuellement. Heu, Ça a eu un peu, je pense, dans les premières heures où c'est sorti, il y a eu une petite baisse de Bitcoin en se disant: «Bah, ça y est, on a fait des avancées, massives sur, l'ordinateur quantique et on va pouvoir casser, la blockchain Bitcoin et le code de Bitcoin». En faisant des recherches, il faudrait des millions, de qubits, donc pour l'ordinateur quantique, pour qu'il puisse éventuellement casser, les clés privées de Bitcoin. On en est très loin et d'ici là, on aura pu mettre à jour justement, le logiciel, Bitcoin Core. Bitcoin Core où on voit donc dans la communauté, Bitcoin Core, c'est ce qui permet de faire tourner, la blockchain Bitcoin et donc du coup de valider, les nouvelles transactions et on voit qu'il y a un schisme, entre Bitcoin Core et Bitcoin Notes. C'est, à l'intérieur de la communauté, mais ça représente que 2. Bitcoin Notes, c'est un nouveau logiciel et donc du coup, on peut pas se retrouver comme en 2017, avec la où il y avait eu la guerre des blocs et de la taille des blocs de Bitcoin, où ça avait donné naissance à Bitcoin Cash, où là par contre ça avait fait beaucoup, beaucoup plus de bruit. Là on est, dans quelque chose de beaucoup plus faible et c'est, l'œuvre, d'un programmeur, de Bitcoin, historique. Et sur la centralisation, justement, Jean-François, tu le disais, ça serait pas bon, que quelqu'un centralise tous les bitcoins comme la centralisation du minage. C'est-à-dire la sécurité de Bitcoin, si elle était, dédiée à un seul pays, bien évidemment, ce n'est pas bon parce que s'il possède plus de 51 du réseau, théoriquement, il pourrait, entre guillemets, mettre en place et valider des transactions plutôt que d'autres, avoir une forme de censure. Je tiens à rappeler que donc les États-Unis, c'est 36 du mining environ actuellement, suivi par la Russie, par le Kazakhstan, par la Chine, voilà et tous ces pays. En 2019, la Chine, c'était à peu près 75 à 80 du mining et pour autant, la Chine n'a jamais utilisé pour faire crasher Bitcoin. Donc ce risque-là, pareil est, on va dire un peu plus, à niveler par le bas. Sur la partie étatique, je crois que Didier, Non, après, tu il y a toujours. Moi, après, aussi, quand tu observes ces risques, hein, il y a vraiment ce risque logiciel. Et aussi, c'est ce qui explique peut-être pourquoi voilà, Bitcoin a aussi cette potentiel de rendement plus élevé, hein. Il y a quand même des risques qui sont voilà, toujours présents. C'est bien de les avoir en tête, mais c'est bien aussi de mettre ces risques en perspective, comme tu le dis, hein. La Chine, tous les mineurs, 80% des mineurs étaient en Chine. Bitcoin marchait très bien. Et bien sûr, la régulation étatique, hein, Jean-François Faure, il touchait aussi. Qu'est-ce qui se passe si peut-être à un moment, un État décide d'avoir une mesure extrême parce qu'on devient sur des situations de plus en plus extrêmes au niveau fiscal, donc pas le pays. Mais pour l'instant, voilà, il y a bien sûr le KYC, la pression sur les échanges. Est-ce qu'il y a un trend sur les monnaies privées? Je ne vais pas le citer, mais pour l'instant, ça semble plus ou moins dans l'ordre, hein. Je pense que l'adoption est plus importante que contrebalance, bien sûr, ces risques-là pour le moment, mais c'est des choses à garder en tête et à observer très clairement. ouais, le pays qui a adopté le plus rapidement, Bitcoin, c'est le Nigeria et il faut savoir que, Bitcoin est interdit au Nigeria. Donc c'est aussi ce qu'il y a de marrant, c'est que, voilà, un peu comme on ne peut pas interdire internet, on ne peut pas interdire Bitcoin. Et ce Du côté aussi, on interdit quelque chose, ça va peut-être aussi, voilà, ça pousse les Naturellement, gens à aller, voilà, donc ça fait à aussi aller sa dans ce publicité, sens-là. donc c'est toujours intéressant. Surtout quand il résout un problème, qui est fondamental, qui est de conserver de la valeur. Les Nigérians, le naira est une monnaie fondante, qui perd de la valeur chaque année et donc du coup, les Nigérians ont un besoin de conserver de la valeur. Est-ce que l'or, est bien développé, Jean-François, au Nigeria? Je ne sais pas si tu le sais ou pas? Alors non, alors là, tu me poses une colle, c'est pas du tout, parce que la problématique de l'or, sur le coup, au Nigeria, c'est alors là, on en revient aux fondamentaux qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que peut-être sa matérialité pose problème.
dans des pays où la sécurité est quand même un sujet, où des fois les infrastructures le sont aussi. Donc, limite, tant qu'on n'a pas déployé Veracache au Nigeria, les gens auront du mal à s'envoyer C'est ce qui aussi te reste à faire. rapidement de l'or que ça. Moi, personnellement, je suis quand même assez confiant sur la solidité future du Bitcoin modulo, ce que je disais tout à l'heure, sur la possibilité qu'il y ait une entreprise, moi je pense plutôt à ça, qui accumulent trop et deviennent les exploitants mondiaux du Bitcoin. Voilà. Binance, je sais pas, on se réveille un matin et finalement, ils ont 70% des Bitcoins en détention, même ne serait-ce que pour leur compte, le compte de leurs clients. Et ben pour moi, ça fait peser un risque. Parce que Bitcoin aujourd'hui n'est pas utilisé dans sa logique décentralisée, mais il est majoritairement utilisé dans un modèle centralisé par tous les intermédiaires par lesquels on passe. On peut se le tourner dans tous les sens, mais la plupart des gens n'utilisent pas leur ledger pour envoyer machin, bidule. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, la plupart passent par des intermédiaires, des Binance, des Coinbase, chez nous des Cryptpools, enfin voilà, parce que on a besoin aussi d'être un petit peu rassuré, d'avoir une couche de protection qui est rassurante. Alors, c'est un peu dommage parce que sur le coup, on perd l'intérêt que l'on avait initial avec le Bitcoin. J'ai même l'autre jour entendu une émission qui était cataclysmique sur Envoyé spécial concernant les cryptos. Et à la fin, la conclusion d'un gars qui s'était fait arnaquer, c'est de demander à sa banque de le rembourser parce qu'il avait fait un mauvais achat. Mais moi, je trouve ça mais complètement démentiel. Parce que qu'est-ce qu'on attend du Bitcoin? C'est d'être un grand garçon ou une grande fille, de l'utiliser en son âme et conscience, en connaissant aussi les risques. Et pas d'aller pleurer dans les jupes de maman quand justement on a subi une arnaque. Mais si on était un peu moins débile quand on gère ses mots de passe, ses clés privées, etc., ben les choses se passeraient mieux, quoi. Donc voilà, et je ne sais pas si tu as envie que je parle de l'or. Ouais, si tu, selon toi, bah, choisissant une qui, selon toi, est la menace la plus importante. Il y en a deux, elles sont un peu tirées par les cheveux. C'est moi qui les ai mises, donc Ouais, j'allais le dire, j'assume, Marc. J'allais le dire. j'assume que ça va peut-être interloquer les Alors, internautes. écoute, effectivement, la vente des États-Unis pourrait être quelque chose de crédible, puisque tout est possible avec Trump. Donc, on pourrait imaginer Donald Trump qui, alors, normalement, il n'a pas le droit de le faire, mais qui pourrait faire une clé de bras à quelqu'un pour qu'il vende de l'or des US pour acheter du Bitcoin à la place. Effectivement, ça ferait fortement baisser l'or à un instant donné. Mais d'un autre côté, à ce moment-là, il se créerait un univers, bon, c'est déjà un peu le cas, mais un monde bipolarisé. Donc, on aura un monde où le Bitcoin devient une forme de monnaie américaine. Donc, tu es pro-Bitcoin, bah, tu es pro-US, tu es pro-Trump. Voilà. Et tous les autres, qui de base ne sont pas pour le dollar, sont encore moins pour Trump, etc., ils se disent, qu'est-ce qu'il me reste? Ah ben, il me reste l'or. Ah ben, ça tombe bien, les États-Unis viennent d'en vendre un maximum. Et bien là où on avait un problème d'approvisionnement sur l'or, le problème, il est réglé. Donc là, tout à coup, on peut, certaines banques centrales, massifier la détention d'or et on se retrouve avec un monde bipolaire. Donc c'est pour ça que moi, je dis que le monde du futur, qui est un monde qui va être encore plus complexe qu'aujourd'hui, l'or et le Bitcoin vont tous les deux occuper une place prédominante. Alors, est-ce qu'ils seront ensemble ou est-ce qu'ils seront antagonistes? Ça reste la question. Et alors, si je fais quand même une petite parenthèse sur la comète Psyché. Parce que la comète Psyché, c'est la même problématique que l'or des océans. Vous allez toujours voir un article qui vous dit la comète Psyché, bon voilà, il y a tant de milliards de tonnes d'or, et dans les océans de manière diffuse, il y a tant de millions de tonnes d'or. Mais en fait, il faut se rappeler, qui paye pour aller récupérer l'or de la comète Psyché? Une entreprise privée. Cette entreprise privée, quel est son prisme? C'est déjà combien ça me coûte d'aller récupérer, d'amarrer la comète Psyché avec une remorque, avec une boule à ma 305 GTI pour la ramener sur Terre. Non, alors ça, globalement, c'est un peu compliqué, ça coûte un peu cher, et donc ça veut dire que cet or qu'ils auraient récupéré, qui serait effectivement dans une quantité énorme, ils se débrouilleraient pour ouvrir petit à petit le robinet pendant plusieurs milliers d'années
pour aller taper dedans. Et à un moment donné, je vous dis un truc même ce qu'ils feraient, ils feraient péter la comète pour qu'il n'y ait pas de sujet. Ils ont récupéré une partie de l'or qu'ils vont diffuser petit à petit et le reste, ils vont le faire exploser pour que personne ne puisse en profiter. C'est comme ça que ça se passe en fait dans le monde des mines, les mines de diamants, etc. C'est savoir gérer le robinet. Donc, on ne peut pas faire quelque chose qui ferait baisser le cours de la matière qui est vendue par celui qui a dépensé énormément pour y accéder. Donc, la comète Psyché, évidemment, c'est quand on réduit le raisonnement, on se dit ah ouais, super, ça va faire baisser le. Mais non, en fait, c'est impossible. C'est impossible. Même si on va la chercher, ça n'arrange personne que le cours s'effondre. Donc, et je vous dis un truc, hein, même la ruée vers l'or, qui sur le coup, entre guillemets, n'a pas coûté cher, puisque c'est juste des gens qui étaient quasiment des va-nu-pieds, qui ont payé fort cher des bâtés, etc., pour aller trouver de l'or, la moitié est mort. Oui, il y a eu un afflux d'or à ce moment-là, mais comme l'or à ce moment-là était une monnaie, et qu'on était dans une époque de découverte scientifique, de dynamisme absolu, le 19e est une période ultra dynamique, ben, cet afflux d'or a permis quelque part de financer ce dynamisme. Alors quand je dis financer ce dynamisme, aussi bien les découvertes que les guerres, hein, ça n'a pas empêché les Français et les Allemands de se taper dessus. Sauf qu'à un moment donné, l'avantage de cette limite sur l'or, c'est que bah, typiquement dans le cas des guerres, ça dure un peu moins longtemps. 14-18, ça a duré 2 ans de trop, parce qu'on n'était plus sur un étalon or. On s'en était décroché en 1914. Donc voilà, alors ça, c'est aussi pour répondre à ceux qui disent que le Bitcoin ou l'or, si c'était des monnaies, ça stériliserait le dynamisme du monde. Ben, je considère que pas du tout. Pour preuve, le 19e siècle est là pour nous montrer que c'est l'inverse. Sauf qu'on gère les choses différemment, la monnaie est utilisée différemment, les gens n'ont pas une monnaie qui est adossée à un travail futur, mais une monnaie qui est adossée à un travail présent. Et ça change la donne. Alors ça change la donne positivement par rapport à l'environnement. J'incite d'ailleurs à lire le livre de Alexandre Strashenko sur ce sujet et que je trouve très très bien fait. Alors, il est un peu Bitcoin maximaliste, bon, mais c'est normal, il bosse chez Paynium. Mais son constat initial sur la monnaie, je le partage à 300%. Aujourd'hui, nos monnaies fiat font que par design, la transition écologique ne pourra jamais être faite. Voilà. Donc, si à un moment donné, on le prend dans tous les sens, on veut pouvoir faire une transition environnementale dans un sens plutôt positif pour l'humanité et puis tous les êtres vivants qui nous entourent, on devra faire un changement radical de système monétaire, puisqu'aujourd'hui, on a un modèle qui est basé sur une croissance infinie dans un monde qui est fini. Donc, vous avez, par exemple, quand on parle d'euros, vous allez avoir un ministre de l'économie, je l'ai entendu, ça m'avait choqué, qui le matin parle de croissance verte, d'environnement, etc. Donc, super, ouais, c'est génial. Et l'après-midi, qui va parler justement de monnaie, qui va parler de croissance qui sur la zone euro est insuffisante. Mais non, on ne peut pas dire la même deux choses et leur contraire dans une même journée. On ne peut pas parler de croissance infinie l'après-midi parce que c'est de ça dont on parle, et le matin avoir parlé de transition écologique. Eh bien, le Bitcoin et l'or sont ces monnaies qui permettraient d'avoir une transition écologique. Je ne vais pas rentrer dans le détail du pourquoi. Ouais, c'est intéressant d'entendre ça parce que c'est vrai que souvent on entend plutôt Bitcoin et l'or détruisent la planète du fait des coûts d'extraction qui sont colossaux et très énergivores. Et c'est vrai que ça fait du bien aussi d'entendre un autre son de cloche. Moi, si on me posait la question, l'extraction de l'or, on pourrait l'interdire. Hein. Donc, d'accord. Oui, oui. au même titre que bientôt, l'extraction, le minage du Bitcoin s'arrêtera en 2040 dans 2140. Voilà. 2140. Il y a encore un petit peu pardon. un petit peu de temps sur Bitcoin. Du coup, on passe aux perspectives et du coup positives. Après, on pourra donner un peu chacun nos objectifs de prix sur l'or et sur Bitcoin. Didier, du coup, toi, ta vision, c'est sur cette partie-là?
Non, mais clairement, sur Bitcoin, on a beaucoup de news flow positifs, hein. Ça a mis plus de temps peut-être, hein. En début d'année, on s'attendait plus à monts et merveilles dès le premier trimestre. Bien sûr, au niveau, voilà, institutionnalisation, au niveau loi, au niveau adoption étatique, ça prend bien sûr plus de temps qu'espéré. Je pense que beaucoup d'éléments sont en place. On a pratiquement toutes les pièces du puzzle qui sont en place. Avec aussi, voilà, c'est sur le slide en sous-jacent, c'est vraiment cette hausse toujours des agrégats monétaires qui est un phénomène de long terme et qui explique qu'en fait, hein, la valeur du numérateur diminue, ce qui fait qu'au final, hein, tes actions, l'or, Bitcoin et beaucoup en profitent. Bitcoin, on va dire, le plus gros bêta en fait sur ce paramètre-là, avec voilà, potentiellement quelques risques, hein. Il y a toujours des excès dans des cycles liés à Bitcoin. On a parlé juste avant sur l'adoption. Jean-François le disait, hein, c'est plus des holdings qui sont déguisés en fonds d'investissement. Donc voilà, ça peut toujours poser un risque, mais au final, on se rend compte sur du long terme, le fait que des États comme le Texas ou autres vont intégrer Bitcoin dans leurs réserves, ça reste plus que le montant, le signal reste incroyablement positif. Et si on en avait parlé il y a quelques années, peut-être qu'on n'aurait pas cru que ce serait déjà le cas. Donc au final, sur le long terme, je pense que ça reste très positif avec, encore une fois, Bitcoin qui se normalise, s'institutionnalise, ce qui est positif, bien sûr, sur les prochaines années, même si, voilà, les rendements de 250% sur un an seront peut-être, sans doute, moins possibles, mais encore une fois, ça reste dans la perspective d'être un peu hors système, de ne pas avoir toutes ces billes dans le même panier et de peut-être responsabiliser nos banquiers centraux dans les pays où on a des soucis fiscaux. Ça peut être bien sûr une grande valeur ajoutée Est-ce est-ce qu'on n'arriverait pas à un point de rupture là, on l'a vu avec, les émissions de dette japonaises et les émissions de dette US. Est-ce qu'on n'arriverait pas à ce fameux point de rupture, qui va être, le début entre guillemets «de l'explosion» de ces 2 actifs, l'or et le bitcoin, avec la vraie prise de conscience? En fait, c'est tout simplement de taper le mur de la dette, ce fameux mur de la dette qu'on repousse, qu'on repousse, qu'on repousse. Le Japon, c'est plus de 200 de dette sur PIB. Question Jean-François, est-ce qu'on n'arrive pas, entre guillemets, au moment où, voilà, on va faire, péter le bouchon de champagne et derrière, prendre conscience que ces dettes-là ne seront jamais remboursées? Alors moi, c'est vrai que j'écouterai strictement ce que me disent mes clients. Je tiendrai exactement ça depuis à peu près 15 ans comme propos. Sauf que les faits, sur le coup, sont moins évidents parce qu'aujourd'hui, quand on est partie prenante de sa monnaie, mais à tous les étages, à tous les niveaux, qu'on en écrit les règles du jeu, qu'on décide qui joue avec, qui joue comment, bien finalement, ce dollar adossé à une dette énorme, pourquoi il ne serait pas adossé à une dette 2 fois plus énorme dans 5 ou 10 ans? Et disons que si on est dans un monde qui fonctionne de manière un petit peu linéaire, comme malgré tout ça avait été le cas depuis les années 70 par rapport en tout cas au dollar, on pourrait imaginer que ça peut durer encore comme ça très très longtemps. Par contre, s'il y a des chocs exogènes mais vraiment violents, ça peut être une guerre, ça peut arriver, hein, ou quelque chose d'absolument inattendu, typiquement le Covid. 3e guerre mondiale? Voilà, ça peut être ça, ça peut être. Mais quelque chose d'exogène aussi, hein. Un nouveau virus, la fameuse météorite Psyché, finalement, bim, elle s'est écrasée sur New York. Je peux te dire que le cours de l'or, il va pas vraiment monter, il va pas descendre non plus parce que il va falloir. Voilà. Donc, non, je pense que les choses bougeront radicalement, mais quasiment du jour au lendemain à l'occasion d'un événement imprévu et d'un impact mondial. Donc ça peut arriver demain, ça peut arriver dans 10 ans. La question, c'est quand est-ce que ça arrivera? Et ça, globalement, un peu en tâche de fond, tout le monde y pense, tout le monde se le dit. Mais même le dollar se le dit, hein, pour preuve, il était à 33 dollars ou 35 dollars au début des années 70. Aujourd'hui, il est à 3300. Quelque part, voilà, on accepte de se dire qu'on est sur des actifs qui perdent de leur valeur parce qu'on est sur la représentation de cette dette qui ne fait que enfler. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on continue dans le train où on se trouve et donc Bitcoin et l'or vont continuer de prendre de la valeur parce qu'en face, on a gentiment des monnaies qui, elles, ne font qu'en perdre. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas du Bitcoin, mais en tout cas, l'or, lui, finalement, il a une valeur stable depuis à peu près 5000 ans.
Et cette valeur stable, pourtant, on voit que traduite en dollars, en euros, elle n'est pas stable du tout. En fait, c'est tout simplement parce que ces monnaies sont en train de perdre de la valeur. Donc, on peut être dans cet état-là, voilà, et ça va continuer comme ça pendant des années et des années. Ou alors, il y a un événement dramatique qui se produit, et à ce moment-là, les cartes sont totalement rabattues, et il y a une nouvelle monnaie qui émerge, et c'est quoi? Est-ce que c'est la monnaie d'un occupant? Et donc, la monnaie d'un occupant, ça peut être, je ne sais pas, imaginons le yuan. Mais le yuan, derrière, il y a quand même de l'or. Accumulé par les Chinois, etc. La stratégie, c'est vous accumuler de l'or de manière externalisée pour pas trop que ça se voit, pour donner de la force au yuan, pour le dédollariser. Donc, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi, effectivement, Bitcoin et or qui deviennent ces fameuses monnaies. Soit en parallèle, le modèle du bipétalisme au 19e siècle, c'était l'or et l'argent. Pourquoi on n'aurait pas l'or et le Bitcoin comme nouveau bimétallisme? Moi, j'en rêve un petit peu, mais ça veut dire que, bon, voilà, on est sur une logique un peu positive. Ou au contraire, c'est ces deux actifs qui deviennent antagonistes parce qu'il y a la monnaie des gentils, la monnaie des méchants. Alors, sur le coup, je ne sais pas, nous, dans quel cas on serait, si on est les gentils ou les méchants. Le méchant, c'est toujours l'autre. Mais en toute cas de cause, il y aurait un antagonisme. Et ça peut être aussi le futur. Et ça se passe après voilà, quelque chose de gravissime sur nos monnaies actuelles. Voilà. Justement, c'est une bonne transition, pareil, pour ma question suivante, et on va terminer là-dessus, parce que je vois qu'on parle beaucoup, on est déjà à 1h05 de webinaire, c'est génial, on avait plein de choses à voir. C'est quel est le potentiel de Bitcoin de devenir la monnaie de référence mondiale dans les 15 prochaines années? On a déjà vu des transactions internationales se faire. Tu parlais de l'or qui s'est changé entre la Russie et la Chine. On a aussi entendu qu'il y avait des flux qui pouvaient avoir été faits en Bitcoin. Et du coup, c'est ma question, c'est est-ce que tu penses que Bitcoin peut devenir la monnaie d'échange internationale et supplanter, entre guillemets, le dollar, dans un contexte aussi où, tu le disais, la Chine a abaissé ses réserves de change en dollars, passé de 3 000 milliards à 2 000 milliards, tout en faisant augmenter l'or. Et moi aussi, c'est mon constat, et c'est la question que je te pose, c'est est-ce qu'on pourrait voir les États-Unis vendre une partie de leur or pour tanker de façon stratégique la Chine qui a augmenté de façon très très croissante son stock d'or? Alors, ça pourrait tout à fait être imaginé. En fait, les deux scénarios, d'ailleurs, qui ne s'opposent pas l'un à l'autre, justement, au contraire, ils se complètent. Que Bitcoin devienne un instrument majeur monétaire entre États, c'est tout à fait possible. Et c'est déjà, d'ailleurs, comme tu le dis, très, très probablement le cas, mais de manière marginale, au même titre que des fois, il y a des pays, à d'autres époques, qui sont payés en café ou en sucre ou en maïs. Tu payes avec ce que tu as. Voilà. Du moment que ce n'est pas le truc avec lequel tu ne veux pas payer. Voilà. Donc, le Bitcoin en fait partie. L'or en fait partie, voilà, pour les raisons qu'on a évoquées. Et après, effectivement, qu'il y ait un arbitrage sur l'or états-unien, peut-être pas massivement, mais sur une partie, ne serait-ce que pour financer peut-être l'échec d'une politique Trump qui sera peut-être acté d'ici 1 an ou 2 ans. Il va bien falloir trouver des solutions. Et lui, je le sens bien capable de vendre aux Américains, de positiver le fait de vendre de l'or pour acheter quelque chose qui est en pente ascendante, par exemple le Bitcoin ou, je sais pas, ou une crypto-monnaie quelconque qu'ils auraient inventée pour faire croire que. Là, tout est possible à ce niveau-là. Mais cet afflux massif d'or sur le marché ne va faire que renforcer cette bipolarité dont je parlais. Donc, on aurait les Américains d'un côté avec un dollar à moitié mort, peut-être adossé à une crypto, et une autre frange du monde qui, elle, se renforce sur l'or et qui voit comme une aubaine cet or qui est mis tout à coup à disposition, parce qu'aujourd'hui, acheter l'or à bon compte, c'est un peu compliqué. Les Chinois sont très contents d'acheter de l'or avec une consolidation de 30 ou 40% dessus. Ouais. On a vu ce qu'ils faisaient, ils mettaient en place des comptoirs pour récupérer l'or de leur propre population. Mais c'est clair. Des comptoirs où on met l'or et on reçoit un paiement direct sur son compte. Le moment des soldes est attendu. Moi, je veux dire un truc, la population okov.com,
Aujourd'hui, il est un peu câblé comme en 2013. En 2013, ils ont profité de la baisse de 30% pour acheter, mais massivement. Pendant de longues années, mon record de chiffre d'affaires, c'était 2013, avec un achat sur un or baissier. Souvent, les gens se disent, mais Okof ne vit que parce que l'or part à la hausse. Absolument pas vrai. Ouais. Nous, on fait notre business quand les gens s'intéressent à l'or. Bon, s'ils ne s'intéressent plus, on le regarde, donc on fait notre business aussi. Mais quand on l'achète en période de baisse, ça peut générer des achats, mais vraiment ultra massifs. C'est juste que ce n'est pas la même frange de population. Au même titre que là, dans ce cas-là, ben, ce serait justement la Chine, l'Inde, bon, il n'y a rien, il y a quand même un peu de monde, hein, qui en profiterait pour l'acheter à bon compte parce qu'ils ont un câblage sur l'or qui va au-delà de notre temporalité. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'on est sur des humanités qui n'ont pas les mêmes échéances. On est sur un humain occidental pour qui le futur lointain, c'est dans 1 an. La Chine, le futur lointain, c'est plutôt 15-20 ans. Alors, dans leur cas, c'est plutôt 2049. Donc, ça change quand même la donne. C'est-à-dire quand on est une population qui se projette dans le futur, au contraire, on se dit, mais génial, de l'or à moins de 30%, mais génial, j'y vais, quoi, à fond, quoi. Et c'est là, ça ne ferait que marquer, en fait, les antagonismes entre des populations dans l'immédiateté, dans l'expansion permanente et un peu débridée, etc., et des populations qui ont une vision et un prisme du monde très, très différents, en bien ou en mal, hein, mais radicalement différents. On a souvent, d'ailleurs, tendance à ne mesurer les autres que à notre propre filtre de vue. Là, il faut changer ses verres de lunettes, hein, parce que le reste du monde ne nous ressemble pas. C'est une bonne fin pour notre webinaire. On termine sur la partie conclusion et est-ce que du coup tu peux nous, avant de prendre les questions, nous dire du coup quel actif sauvera notre patrimoine, Jean-François? Alors, heureusement que tu ne me forces pas à n'en choisir qu'un. Parce qu'au même titre que moi, à d'autres époques où on s'intéressait moins à l'or, je me dis qu'il faut intégrer de l'or dans ma trésorerie globale parce que ça va être un élément justement de contre-cyclicité, d'équilibre des forces pour être robuste. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être ultra efficient parce que l'efficience, c'est un peu comme les forêts de pins dans les Landes. On met une petite flamme à un endroit donné, 50 km plus loin, la forêt, elle est cramée. Sur son épargne, il ne sait pas ce qu'on veut. Et donc, l'épargne équilibrée, c'est une épargne où on n'est pas maximaliste. Donc, on n'est pas gold maximaliste, on n'est pas bitcoin maximaliste. On est équilibré. On achète l'un et l'autre. Alors après, la répartition se fait en fonction de démarches qui sont strictement personnelles. Déjà, à regarder le reste de son épargne. Comment on est exposé sur le reste? On est exposé beaucoup à de la monnaie, on est exposé beaucoup à de l'immobilier, beaucoup à des actions. Et si oui, des actions, lesquelles? Et là, c'est là qu'on peut justement faire pencher peut-être plus sur l'or ou plus sur le Bitcoin. Voilà, moi, à titre personnel, j'achète sereinement l'un et l'autre, mais pas dans les mêmes moments. Alors, j'achète tous les mois un petit quelque chose, voilà, un tout petit peu tous les mois. Je fais vraiment mon DCA comme mes clients, mais je vais, en fonction des périodes, acheter l'un ou l'autre pour jouer un petit peu les zones d'accumulation rationnelle, pour maximiser en fait mes possibilités dans le cadre d'une revente un peu sous contrainte. Moi, la revente, juste pour prendre mes gains, alors je la fais ici quand même un peu sur le Bitcoin, mais pareil, c'est toujours dans des logiques de contre-cyclicité en fait. Finalement, non, je ne le fais jamais de manière strictement opportune, parce que je me dis, tiens, je viens de prendre 20%. Non, je ne fais pas ça en fait. Je le fais dans une logique contre-cyclique, parce que je sais que là, statistiquement, on est peut-être potentiellement sur un point haut. Donc là, effectivement, je vais un peu revendre pour me renforcer plus bas, mais je ne revends pas vraiment. J'échange contre, dans mon cas, contre du Vera One parce que c'est un stablecoin or. Et donc, je joue un petit peu ce phénomène. D'ailleurs, la dernière fois que je l'ai fait, c'était pendant le crack boursier. Pendant le crack boursier, sur le coup, j'ai acheté des 2. Une fois le crack passé, j'ai échangé mes Vera One contre du Bitcoin parce que le Bitcoin n'était pas encore revenu à son niveau. Et grand bien m'en a fait, puisque finalement, là, je suis passé de 70 000 et quelques à
à plus de... Enfin, Ouais, quasi... 112 000, ouais, voilà. 112 000. Du coup, en fait, tu réponds aussi à la question de Michel Gardon, hein. Du coup, si on t'a bien compris, c'est les deux, mon capitaine, c'est ça, les deux, il faut avoir les deux en quantité effectivement raisonnée. Ce que C'est ça. nous aussi, on pousse chez Quarks avec 5% du patrimoine maximum exposé en crypto-monnaie. Et effectivement, l'or tokenisé, t'en parlais avec Vera One. Didier, du coup, est-ce que tu te situes où Ouais, tu le sais, Marc, hein, moi je suis Ouais. pas du tout un maximaliste, ni or, ni Bitcoin. Donc encore une fois, comme le dit Jean-François, c'est aussi l'appétit du risque de chacun. En général, c'est plutôt avoir des actifs, on va dire, rares, durs. Donc ça passe aussi par bien sûr l'immobilier, hein, ce qui est aussi, je pense, bien sûr, hein, le premier, bien sûr, investissement de beaucoup. Mais ensuite, effectivement, immobilier et balancer or et Bitcoin. Forcément, si on est peut-être plus jeune, on a un appétit pour le risque, un horizon plus long, Bitcoin. Ou gold si on est peut-être, voilà, il y a un aspect démographique et un aspect risque, mais effectivement, moi je suis d'accord aussi, à un moment aussi, vu qu'on a ces monnaies fiat qui s'effritent, on veut avoir un patrimoine qu'on va compter soit en or, soit en Bitcoin, enfin les deux. Donc il me semble bien plus en fait complémentaire vis-à-vis de la situation actuelle et à détenir les deux dans une allocation de portefeuille parce que, hein, comme le disait aussi, je crois que c'était Stanley Druckenmiller ou c'était qui disait qu'il détenait plus d'obligations, par exemple. Donc il y a aussi ce côté, le portefeuille 60-40 et l'aspect surtout obligataire semble s'effriter vers quelque chose d'autre. Et c'est là aussi et l'or et Bitcoin entrent comme une alternative existante, mais de plus en plus importante. Donc C'est entièrement une d'accord avec excellente Jean-François. transition, Didier, Ouais. avec la question d'Ézéchiel, justement, qui disait: «Est-ce qu'on n'est pas en train de constater un changement d'état d'esprit de la part des investisseurs traditionnels avec l'arrivée des cryptos?» Et justement, de rentrer cette nouvelle classe d'actifs, dans l'offre et qu'elles viennent prendre, bien évidemment, plus de poids, dans le patrimoine des Français et des investisseurs, mondiaux. Ouais. Vas-y Didier, vas-y. Non, non, je t'en prie, j'en pense. Ce que je voulais dire par rapport à ça, alors sur le coup, c'est quelque chose évidemment qu'on voit, mais qui ne se fait pas au détriment de l'or et qui, au contraire, le renforce. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, le meilleur marketing pour l'or, c'est le marketing sur les cryptos. Et je souhaitais dire quelque chose parce que les auditeurs n'ont pas tous le même profil. Et souvent, concernant l'or spécifiquement, moi, on me demande, mais voilà, quelle est la part que je dois avoir d'or dans mon épargne? Le truc, c'est vraiment, il faut faire un constat sur la diversité que l'on a de son épargne. On a aussi bien des gens qui ont aujourd'hui peut-être, parce qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas encore eu le temps d'acheter grand-chose, ils n'ont que des euros. Donc, ils ont peut-être respecté la règle qu'on dit, voilà, il faut sur son compte à vue 1 à 2 salaires. Sur un compte d'épargne liquide, il faut avoir l'équivalent de 3 à 4 salaires. Voilà. Et en fait, vous n'avez que des euros, quoi. Et les dollars, c'est pareil. Donc, c'est cette fameuse monnaie qui perd par design. Même la BCE le dit, même Christine Lagarde est à l'aise sur une inflation à 2%. Donc, être à l'aise sur une inflation à 2%, ça veut dire qu'on légitime que sa monnaie perde 2% par an. Et donc, quand vous n'avez que ce genre de choses, en face, il faut quelque chose qui soit strictement répliquant à l'inverse de cette perte de valeur. Et donc là, moi, je parlais pour l'or quand on me posait cette question. Je leur dis, c'est pas du délire d'avoir 20% d'or quand vous n'êtes exposé qu'à l'euro. Parce que vous savez que par construction, cet euro perd de sa valeur et il perdra encore de sa valeur. Alors ensuite, est-ce qu'on y rajoutera du Bitcoin parce qu'on peut considérer que le Bitcoin a aussi une logique de lutte contre l'inflation? Bon, là, ça reste effectivement une réflexion, un débat qui est ouvert. Il faut que le Bitcoin se stabilise un petit peu, mais je pense qu'on y sera prochainement. Par contre, Ouais, vas-y Marc. je te coupe, Jean-François. Nos clients ont une diversification bien plus élevée, hein. Ils n'ont Voilà. pas que de l'euro, hein. Ils ont de l'immobilier, ils ont des actions. Et ça a été prouvé que par le passé, ces deux actifs
ont, on va dire, une capacité de protection contre l'inflation beaucoup plus élevée que effectivement détenir du cash, heureusement. Et ben voilà. Et le deuxième volet de ma réponse était, vous avez une épargne un peu plus vaste et un peu plus diversifiée. Les fameux 5% dont tu parlais tout à l'heure suffisent effectivement largement, parce que l'or ou même le Bitcoin à terme, en complément au remplacement, n'aura pas à se battre sur tous les fronts. OK, on a peut-être une perte de valeur sur ces euros, mais dans son portefeuille, on n'a pas que des euros. Peut-être qu'à un moment donné, la problématique, ça sera une déflation immobilière. Et ben là, peut-être qu'on aura besoin de vendre de l'or, peut-être pour profiter de la baisse de l'immobilier. Enfin, voilà. Donc, mais voilà, 5% seront suffisants, effectivement, dans ce cas-là. Mais en tout cas, il faut quand même se poser la question. Et si ce n'est en tout cas les parents des auditeurs, mais peut-être que leurs enfants aujourd'hui ne sont peut-être pas dans la même temporalité patrimoniale. Et il ne faut pas qu'ils appliquent les mêmes principes que leurs parents, parce que tout simplement, leur épargne n'est pas la même. Voilà. Justement, si tu devais transmettre un seul actif à tes enfants, est-ce que tu transmets l'or ou le Bitcoin? Le problème, c'est que tu ne poses pas la question à quelqu'un qui est neutre là-dessus. C'est pour ça que je la pose. Hein. C'est que moi, déjà, je ne transmets rien qui puisse être à la maison. Ouais, non, d'accord. Donc, quelqu'un qui a envie de venir déjà pour me couper des doigts, des mains, des pieds, bah, il va venir, il repartira avec mes doigts, mes mains, mes pieds, mais sans rien d'autre. Ouais. Donc, si j'offre quelque chose, c'est quelque chose qui puisse être insaisissable parce qu'il est au bon endroit, de la bonne manière et pour autant libératoire ou libérable à tout instant. Alors, c'est vrai que moi, aujourd'hui, en mon niveau philosophie, Jean-François. L'or coche toutes les cases. Ok. Donc, pour tu moi. sais l'or. Mais parce que moi, je suis le président de COF et que j'ai solutionné la problématique de conservation et de garde de l'or tout en l'ultra dématérialisant dans ses transactions. Voilà, tu peux payer avec une carte de paiement et j'ai même pas la problématique de la fiscalité des cryptos. Tu payes avec une carte crypto.com, je suis désolé, tu te prends 30% de flat tax, quoi. Moi, c'est pas le cas. C'est pas le cas sur une carte Veracash parce que si tu rentres en dessous de moins de 5 000 euros, tu as un abattement parce que derrière c'est du jeton. Enfin voilà, tu es en France et c'est même pas considéré comme un produit financier en France, ce qui est mieux que la Suisse sur le coup. Parce que la Suisse, l'or est un produit financier, donc tu rentres dans une autre catégorie. Donc voilà, spécifiquement avec les outils que nous on a déployés, et puis on a déployé les deux sur Cryptcool, on est une plateforme aussi. Effectivement, enregistré Psan comme Quarks. Exactement. Tout à fait. Mais tu vois, sur la praticité, in fine, eh ben, j'ai une petite préférence pour l'or parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, notre layer 2, il est un peu maximisé et il permet au quotidien de payer avec. Voilà, donc ça, c'est plutôt. Très, très intéressant. Du coup, je vais finir et conclure, donner une vision, du coup, pas forcément à l'opposé, mais choisir plutôt Bitcoin comme l'actif, alors qui sauvera votre patrimoine, qui permettra, entre guillemets, de l'optimiser et de bien l'équilibrer, avec cette vision que Bitcoin doit venir aspirer une partie de la valeur de l'or, de la valeur refuge. Peut-être que les deux, effectivement, continueront de monter ensemble, mais Bitcoin, pour moi, a la vocation, et on en a parlé pendant tout au long de ce webinaire, à devenir une monnaie d'échange internationale et d'avoir ce côté réserve de valeur plus la valeur d'échange. Du coup, 1h23, on devait faire 1 heure, on a fait 23 minutes de plus. Je pense on pourrait tenir encore longtemps. Merci beaucoup Jean-François. Je crois qu'on a plus de questions justement à traiter. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain webinaire organisé par Quarks. Merci beaucoup Jean-François. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.